Deuxième partie de cette séance, après le travail sur la controverse de Valladolid. Bien maintenant, on va passer à l'étude de Candide et au travail sur les Lumières, Voltaire, en s'intéressant tout particulièrement au XVIIIe siècle, donc, le siècle des philosophes. On va le faire tout d'abord au travers de la biographie de Voltaire. Il faut absolument qu'on comprenne ce personnage, qu'on comprenne pourquoi une des plus grandes fortunes de France, pourquoi un des plus grands esprits, un des esprits les plus brillants d'Europe, un homme de 65 ans parfaitement accompli, va écrire un petit conte comme Candide, une fantaisie, alors qu'il est habitué à une œuvre vraiment titanesque, qui soit à la fois des romans, du théâtre, de la poésie, de la critique, de la philosophie, de la politique, de la morale, et puis une correspondance, et je vous en parlerai, de plus de 23 000 lettres. En fait, ces contes philosophiques, il en a écrit quelques-uns, ça représente même pas 3% de sa production. Donc c'est très peu de choses. Donc, Voltaire est un pseudonyme. Son vrai nom, c'est François-Marie Arouet. Je vais revenir sur ce pseudonyme. C'est vraiment un esprit du XVIIIe siècle. Hein. Donc de son vrai nom, François-Marie Arouet, mais ça peu importe, hein, c'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est pas son nom de baptême, mais davantage le nom qu'il s'est choisi et puis surtout les idées qui sont les siennes. Il est né à Paris, dans un milieu bourgeois extrêmement aisé. Alors soyons clairs, il fait partie des jeunes gens les plus favorisés de France. Sa mère est noble, son père est notaire, mais un notaire particulièrement fortuné. Il est issu d'une famille qui a une fortune très conséquente. Et d'ailleurs, il fait partie de ce beau monde. Hein. Il côtoie les fils des aristocrates, voilà, les futurs courtisans. Hein. Il étudie au collège des jésuites Louis le Grand qui existe encore avec Henri IV, qui est un des deux établissements les plus réputés en France. Bon, il côtoie et il est éduqué avec l'élite de la nation, au niveau de la fortune, au niveau du pouvoir, de l'aristocratie. Donc il ne sort pas de nulle part, hein. Il appartient à cette caste privilégiée. Au sortir du collège, alors par collège on entend collège-lycéen, il adopte la philosophie épicurienne, on en a déjà parlé, c'est-à-dire qu'il s'adonne à la recherche des plaisirs, c'est un jeune homme, hein, donc l'apologie du plaisir et l'idée que la nature est bonne. Mais dès sa jeunesse, il fait montre d'un esprit critique et d'un esprit polémique très prononcé. Et il va, dès sa jeunesse, produire des écrits satiriques sur le régent, donc celui qui exerce l'autorité en attendant que le roi Louis XV soit au pouvoir. Et ces écrits vont lui valoir déjà un premier exil, alors qu'il a, ben, vous le voyez, hein, il a 22 ans, il est déjà exilé, et il échappe de peu à la déportation dans les îles, aux Antilles. Bon, et il sera malgré tout emprisonné pendant près d'un an entre 1717 et 1718. Donc il récidive, et cette fois-ci, ce que je vous disais, il sera embastillé. Donc, bon, vous voyez, c'est un fils pardon, de très bonne famille, mais c'est un rebelle, c'est des écrits satiriques, ça veut dire qu'il se moque, hein. Il affronte l'autorité, il conteste le pouvoir, et bon, ben, il manque l'exil, il va être exilé pendant peu de temps, mais il va échapper à l'exil dans les colonies, il est embastillé, et c'est selon la légende, hein, alors on n'en est pas certain, mais a priori il y a pas mal de sources qui le corroborent, et c'est pendant son passage à la Bastille, son emprisonnement, qu'il va prendre son pseudonyme. Alors un pseudonyme, c'est un nom d'artiste, hein, c'est un nom par lequel on vous appelle qui n'est pas le vôtre. Vous connaissez énormément de pseudonymes autour de vous. Je sais pas moi, par exemple, euh, je sais pas moi, Lady Gaga ou peu importe. Hein. Pensez à Prince ou je sais pas, j'ai des noms un peu surprenants qui me viennent. Ne cherchez pas à analyser, mais pensez plutôt aux noms de pseudonymes qui vous viennent. Voilà, donc un pseudonyme, ce qui est tout à fait courant. Rabelais, par exemple, Rousseau, non, Rousseau, ça c'est pas un pseudonyme. On a de nombreux auteurs qui prendront des pseudonymes. Mais le pseudonyme de Voltaire est particulier.
Le pseudonyme de Voltaire, c'est en fait une anagramme. Une anagramme, ça veut dire qu'il a pris les noms, les lettres de son nom pour former un mot. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à ça, de prendre les lettres de votre nom pour former un autre mot. C'est ce que fait Voltaire, et il le fait à partir de son nom. En fait, son nom, c'est Arouet. On l'a vu, hein, François-Marie Arouet, pardon. Son père était encore vivant, il va perdre très tôt sa mère. Hein. Son père est encore vivant, donc son père c'est Arouet le vieux, et Voltaire c'est Arouet le jeune. Il va garder le L majuscule et le J. Alors le I et le J en latin c'est la même lettre, et le U et le V c'est la même lettre aussi. Ce qui nous fait ces lettres-là. Et littéralement, ça peut former, ce qu'il a fait, le nom Voltaire. Voltaire, ça peut avoir plusieurs significations et tous sont attestés. En fait, Voltaire, il a choisi un pseudonyme à la base d'anagramme qui est particulièrement recherché. Littéralement, en ancien français, Voltaire, ça signifie celui que l'on veut faire taire. Vol, qui est une forme ancienne du verbe vouloir, et taire. Donc celui qu'on veut faire taire. Effectivement, il est embastillé pour ses propos, pour ses écrits satiriques contre les régents, donc oui, on veut le faire taire. Mais c'est aussi la syncope, c'est-à-dire qu'on va supprimer une syllabe, c'est la syncope de volontaire. Et toute sa vie, il fera preuve de cet esprit volontaire. Et c'est aussi l'anagramme syllabique de révolter, même si c'est pas le bon orthographe, Voltaire, si on le met dans un autre ordre, ça renvoie à révolter. Donc vous voyez toute la signification de ce pseudonyme, tiré d'une anagramme, à la fois celui qu'on veut faire taire, celui qui est volontaire et celui qui est révolté. Ça nous donne déjà de belles indications sur ce que sera Voltaire tout au long de sa vie. Je pense à une anagramme assez célèbre en dehors du monde des lettres. Vous connaissez tous Pablo Picasso et vous connaissez sans doute Pascal Obispo. Pascal Obispo, c'est l'anagramme de Pablo Picasso. Voilà, par exemple. Vous pouvez jouer avec ça, avec vos noms ou prénoms. Bon, il y a des noms et prénoms qui s'y prêtent davantage, mais ça peut être intéressant d'essayer de former des mots. Ok, donc, libéré, bien sûr, parce qu'il a aussi des appuis hein, au niveau du pouvoir, il prend un nouveau nom, Voltaire, mais il va rester suspect. On va le surveiller pour le pouvoir. Il va être reçu à la cour, mais bon, comme il est toujours polémique, il va s'adonner, bien entendu, comme tous les jeunes hommes, à une vie de plaisir. Mais il ne peut pas s'empêcher. Par exemple, il croise, ce qui va lui valoir un nouvel emprisonnement, il va croiser le chevalier de Rohan, qui est un homme très puissant à l'époque, à la sortie d'un théâtre parisien, et il ne peut s'empêcher, qui représente vraiment le chevalier de Rohan, une des plus grandes familles françaises, hein, et il lui dit « Monsieur, je commence mon nom quand vous finissez le vôtre ». Littéralement, vous êtes en train de décroître, vous n'avez plus aucune influence, aucun pouvoir, et moi, le mien ne fait que commencer. Donc c'est très offensant pour cet homme qui commence à être avancé en âge. Cette famille extrêmement puissante obtient du roi une lettre de cachet, et Voltaire est de retour à la Bastille. Limite, s'il y a sa chambre qui lui est réservée. Une lettre de cachet, c'est simple, hein, c'est que vous avez une lettre avec le cachet royal, et le porteur de cette lettre en fait, c'est comme si vous aviez un chèque en blanc, ou alors une lettre signée par le président de la République. Vous écrivez ce que vous voulez dessus, et ça vous sera accordé sur cette fois-ci. Donc là, on accorde au chevalier de Rohan l'embastillement de Voltaire. Donc entre exil et prison, on voit qu'on a un personnage qui est le rebelle et qui en paye souvent les pots cassés. Il va s'exiler en Angleterre, et ça va être important notamment pour notre exposé, et on le retrouve dans Candide, où il va découvrir quelque chose d'intéressant, une monarchie parlementaire, donc un régime qui est plus libre que celui qui est en cours politiquement en France. En 1744, il publie ses lettres philosophiques, qui vont être condamnées au feu, donc être censurées, et lui, retour à la Bastille. Je vous rappelle que dans Candide, on retrouve les autodafés, on en reparlera, la censure, hein, où on brûle les livres pour censurer. Il va se réfugier en Lorraine chez Madame de Châtelet, qui sera son amante et qui est une femme extrêmement puissante et qui est dans la même logique épicurienne, voire hédoniste. Ils vont vivre, c'est un esprit brillant, Madame de Châtelet, ce serait injuste de ne pas lire ses œuvres, que la postérité malheureusement ne met pas particulièrement en avant, mais qui est un esprit brillant et une femme de lettres brillante du XVIIIe siècle.
Ensuite, il revient à Paris. À nouveau, il publie un journal satirique qui s'appelle Le Mondain, où il se moque de la cour, il se moque des puissants, ça fait scandale. Il doit s'exiler en Hollande, parce que sinon, il aurait été emprisonné. Et en Hollande, ça va être très intéressant parce qu'il va découvrir un nouveau régime de liberté, encore plus que l'Angleterre. Et ça va l'influencer d'ailleurs dans Candide. Le seul personnage qui est en Hollande, ce sera Jacques Lanaille-Baptiste, et c'est le seul homme véritablement bon de tout Candide. Les premiers chapitres du siècle de Louis XIV, il a donc l'ambition de publier une chronique du siècle de Louis XIV, publiant clandestinement, bien entendu, sont saisis. Donc il est toujours censuré, hein. Alors pas toujours, hein, mais il y a une bonne partie, pas une bonne partie de ses œuvres qui seront censurées. En 1744, il est rappelé à Paris, protégé par Madame de Pompadour. Alors là, formidable, hein, c'est la maîtresse officielle du roi, donc il bénéficie d'un appui extrêmement puissant à la cour. Il devient historiographe du roi de France et est élu à l'Académie française en 1746. Donc c'est marrant parce qu'on passe de quelqu'un qui est exilé en Bastille et exilé en Bastille et en Bastille à nouveau, et puis finalement il devient historiographe, donc c'est lui qui est chargé d'écrire l'histoire officielle du roi de France et élu à l'Académie française, donc reconnu comme un des esprits les plus brillants et un des auteurs les plus fameux de son époque. Mais bon, ça dure pas, c'est Voltaire, hein, il est toujours polémique. Il est disgracié par Louis XV qui ne l'apprécie pas. Voltaire n'est pas un courtisan, il ne flattera jamais les puissants, et ça en général, les puissants ne lui pardonnent pas. Il se réfugie chez la duchesse du Maine, donc ça c'est très intéressant, il a souvent des appuis féminins, il a cet art de séduire. C'est pas un homme particulièrement infâme, mais son esprit séduit souvent les femmes puissantes. Et il va transposer ses mésaventures dans Zadig ou La Destinée, ses mésaventures de courtisan. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, il entretient une correspondance gigantesque. C'est un esprit qui est brillant, qui est acclamé dans toutes les cours d'Europe. Je vous rappelle que le français est la langue qui est majoritairement parlée en Europe, et on parle français à la cour de Russie, par exemple, on parle aussi français à la cour d'Angleterre, etc. C'est une langue qui est vraiment dominante au XVIIIe siècle, c'est la culture dominante, et du coup, on se retrouve, hop, j'enlève ça, on se retrouve avec un Voltaire qui va être approché et qui va entretenir des conversations et des amitiés et des correspondances très, très soutenues avec les plus grands esprits et les plus grands dirigeants de l'Europe de cette époque. Donc Voltaire, c'est tout sauf un personnage de second plan, hein. Le roi de l'empereur Frédéric II de Prusse est très attiré par les écrits de Voltaire. Ils vont entrer dans une correspondance, je vous parlais de plus de 23 000 lettres au total pour Voltaire, hein. Et puis quand ce sont des lettres, c'est pas juste une petite carte postale en parlant de ses vacances, hein. C'est souvent des choses qui sont beaucoup plus développées, de plusieurs pages. Et Frédéric II essaye de régner en despote éclairé. Despote, ça veut dire que le pouvoir est concentré en un seul personnage, mais éclairé dans le sens où il va essayer de gouverner en appliquant les idées, les préceptes des Lumières, et justement sous les conseils de Voltaire, donc ils vont s'apprécier particulièrement. Il écrit Mécromégas, j'insiste un peu sur les contes philosophiques parce que c'est ce qui nous intéresse. En 1753, il quitte précipitamment Berlin. Donc il est à la cour de Frédéric II, il va y rester 8 mois, mais il va très vite quitter Berlin parce qu'il est disgracié. D'ailleurs, il sera humilié pour son départ, il va être retenu prisonnier pendant plusieurs mois, il doit rendre les papiers au roi qu'il avait emportés. Bref, il s'est brouillé avec Frédéric II qui lui fait bien sentir. Résultat, il est indésirable en France, il est indésirable en Prusse, ça fait beaucoup. Il doit chercher un asile et possédant, alors beaucoup, quand je dis beaucoup, c'est énormément. Il est richissime. Voltaire s'installe à Genève et il va écrire le poème sur le désastre de Lisbonne, cet épisode qu'on va retrouver à travers le tremblement de terre de Lisbonne au chapitre 6 de Candide, et il écrit Candide en 1659. Donc ce sera intéressant de voir pourquoi un homme extrêmement riche, extrêmement puissant et un intellectuel brillantissime va s'intéresser à écrire un petit ouvrage qui semble a priori extrêmement fantaisiste comme Candide. Voltaire, c'est un homme de mots, mais c'est un homme d'action.
Je vais l'illustrer, et première illustration, c'est que de 1760 à 1778, il va vivre à Ferney, sur la frontière franco-suisse. Je ne sais pas si vous connaissez, mais maintenant ça s'appelle Ferney-Voltaire d'ailleurs. En fait, il va acheter un grand domaine. Alors un grand domaine, on parle de grand domaine, hein, c'est pas quelques hectares. Si on devait le voir aujourd'hui, ce serait l'équivalent de, je sais pas, au moins un dixième du département. Donc c'est un grand domaine sur lequel il y a trois villages. Et il va appliquer ses préceptes. Voltaire croit au fait que l'éducation aide l'homme à mieux vivre et que quand l'homme a moins à se préoccuper de l'argent, eh bien, il tend naturellement vers la vertu, que le progrès le guide vers la vertu. Donc, ben, il ne fait pas que parler, il va essayer de mettre en application ses idées. Et pendant toute cette période, il y a trois villages qui vivent sur ce domaine. Ça représente à peu près 1200 personnes. Eh bien, il va payer les ouvriers, les paysans, il va les payer le triple du salaire commun. Il va faire construire un hôpital, il va faire construire deux écoles, et il va obliger la scolarité, la scolarisation des enfants. Les soins seront dispensés gratuitement. Bref, Voltaire ne fait pas parler, ne fait pas que parler des moyens d'établir un monde meilleur. Il va aussi essayer d'à son échelle, en tout cas, tenter cette expérience. Il va correspondre, bien entendu, pendant ce temps avec les plus grands esprits, Diderot, d'Alembert, qui sont avec lui à l'initiative de l'encyclopédie. Vous devez m'en parler dans le travail de cours que vous avez à faire. Il va reprendre, il va s'entendre à nouveau, se réconcilier avec Frédéric II. Il va échanger avec, et puis j'ai mis quelques exemples, mais il y en aurait des dizaines et des dizaines. Il écrit en 1763 le traité sur la tolérance à propos de l'affaire Calas. Je vais parler justement de Voltaire et de la justice. Et en 1778, il va faire un retour triomphal à Paris. Voltaire est vécu comme et considéré comme un héros national. Et ça n'est pas pour rien qu'en 1792, après la Révolution, pendant la Terreur, ses cendres vont être transférées au Panthéon, c'est-à-dire que c'est là l'endroit en France, à Paris, où on exhume les grands hommes. Donc il est vraiment identifié comme un grand homme de la nation, euh, et ça reste encore un esprit. Alors juste une chose, Voltaire n'est pas révolutionnaire. D'accord, il n'a jamais poussé à guillotiner le roi, etc. Mais les idées, et c'est comme les idées de Voltaire, comme les idées des Lumières, vont nourrir l'esprit de la Révolution. Donc ce sont des gens qui veulent faire évoluer les choses, qui veulent aller vers plus de justice, plus d'équité. Ils remettent en cause tous les abus, que ce soit les abus de la religion, les abus du pouvoir, les abus de la morale, etc. L'ensemble des abus sont contestés, mais leurs idées sont novatrices, sont révolutionnaires, mais eux ne sont pas forcément pour la fin de la monarchie. Voilà, donc comprenez que ça n'est pas un révolutionnaire, même si c'est quelqu'un qui va systématiquement contester l'autorité, ne supporte pas les abus d'autorité. Très intéressant aussi. Alors je vais vous donner deux citations, si vous voulez les noter concernant Voltaire. C'est Sainte-Beuve par exemple qui dit que, intéressant, tant qu'un souffle de vie, c'est un bel hommage, hein, tant qu'un souffle de vie l'anima, il eut en lui ce que j'appelle le bon démon. L'indignation, le bon démon, c'est-à-dire quelque chose qui l'anime de très fort, l'esprit, hein. L'indignation et l'ardeur, et puis toujours le démon parce qu'il est toujours en train d'aller contre l'autorité, de contester. Donc je lis, tant qu'un souffle de vie l'anima, il eut en lui ce que j'appelle le bon démon, l'indignation et l'ardeur. Apôtre de la raison jusqu'au bout, c'est-à-dire partisan de la raison jusqu'au bout, on peut dire que Voltaire est mort en combattant. Et c'est pour ça que je vous ai donné cette petite caricature de Voltaire. On voit Voltaire là qui est vieillissant avec son bonnet, on a Voltaire âgé, mais il est encore en train de se battre. Il est en position d'escrimeur, hein, on le voit avec cette espèce de sourire. Il est en train de se battre avec sa plume. Voilà l'arme de Voltaire. Ce ne sera pas la violence, il va condamner la guerre, hein, mais il se battra avec sa plume et il signe un peu avec sa plume.
il est quelque part un peu un justicier. Et d'ailleurs, il y a une phrase qu'on lui a longtemps attribuée, mais qu'on sait maintenant apocryphe, qui n'est pas de lui en fait, qui dit que je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'au bout pour que vous puissiez le dire. Donc Voltaire, qui est vraiment de l'ordre de la liberté d'expression euh, dans toutes les circonstances, même si c'est quelque chose auquel ne va pas son appétence, et même avec lequel il est en désaccord, il estime qu'il faut pouvoir l'exprimer. C'est une leçon peut-être qui serait intéressante pour certains dans notre monde malheureusement. Maintenant, et pour finir, je vais juste vous faire un petit aparté concernant Voltaire et la justice. Alors vous doutez bien que quelqu'un à fleur de peau comme Voltaire, qui ne supporte pas l'autoritarisme et les abus, eh bien, va s'intéresser à la justice. Et c'est grâce à lui, par exemple, excusez-moi, que la torture exceptionnelle, extraordinaire, sera interdite en France. En fait, je vais vous parler de deux affaires différentes. La première, elle date de... si je dis pas de bêtises, je l'ai pas... J'ai plus les dates. C'est l'affaire Calas, si je dis pas de bêtises. Donc l'affaire Calas, vous regarderez, Calas, c'est la C-A-L-A-S, L-A-S, pardon. On a vous pouvez prendre quelques notes, hein. On est à Toulouse dans une famille protestante. Et on a le fils aîné qui est retrouvé pendu dans la boutique familiale. Bon, a priori, un suicide. Sauf que les langues des voisins se délient et il paraît que ce fils aîné, d'après les rumeurs du voisinage, voulait se convertir au catholicisme. Et donc, on commence à soupçonner la famille qui aurait voulu empêcher le fils de se convertir au catholicisme. Bon, là, on s'embête pas trop, hein. On arrête le père et on le soumet à la torture. Et quand on est soumis à la torture, honnêtement, on avoue tout ce que vous voulez, tout et n'importe quoi. Le père avoue avoir pendu son fils, et juste après, il se rétracte. Mais c'est trop tard, il a avoué, et il sera exécuté, il sera condamné au supplice de la roue. Alors la roue, c'est vous êtes attaché, je ne sais pas si vous voyez l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Là, c'est la même position, mais nettement moins agréable. Vous êtes attaché à une roue, et on vous brise méthodiquement l'ensemble de vos articulations et de vos os. Donc c'est horrible, hein, on est dans une torture effroyable. Et ensuite, eh bien, on va l'étrangler et le brûler. Donc c'est la torture extraordinaire pour un crime abominable, puisqu'un protestant, un père tue son fils, et pire, un protestant tue quelqu'un qui voulait être catholique. Donc on a un crime qui est vraiment impardonnable. Voltaire prend position dans l'affaire Calas et vraiment tire à boulet rouge sur ce père Calas qui aurait tué son fils parce qu'il voulait changer de religion, sur l'intolérance de ce père, le fanatisme de ce père qui préfère tuer son fils plutôt que de le voir changer de religion. Sauf que la famille la famille Calas, un an plus tard, vient, c'est notamment un des autres frères, mais plusieurs membres de la famille, viendront rencontrer Voltaire à Genève, vont se déplacer et vont réussir à le convaincre de l'innocence de leur père et à convaincre Voltaire du suicide de leur frère qui avait visiblement à plusieurs reprises déjà manifesté d'attitude suicidaire. Et là, Voltaire, et c'est tout l'intérêt de cet homme, c'est qu'il a déjà la bonne foi et l'intelligence de reconnaître quand il se trompe. Et il a à cœur de réparer les torts. Alors effectivement, Calas a été exécuté. Mais Voltaire va faire réouvrir le procès avec ces nouveaux éléments. Et va réussir à prouver que le procès a été expéditif, que les preuves étaient vraiment de fausses accusations. Le responsable principal, qui était le capitoul, c'est-à-dire l'officier municipal de Toulouse, va être d'ailleurs démis de ses fonctions.
Et finalement, Calas sera innocenté sa mémoire va être réhabilitée après coup. Bon, post-mortem, on est d'accord, mais malgré tout, Voltaire a fait en sorte que la mémoire de cet homme, accusé à tort, a été réhabilitée. Et bien entendu, les frais du procès, il les a pris entièrement à sa charge. Donc on a déjà une image d'un personnage voilà, qui incarne quand même malgré tout un idéal de justice et d'éthique. Deuxième affaire, c'est l'affaire du chevalier de la Barre. Alors l'affaire du chevalier de la Barre, c'est un jeune homme un jeune chevalier, hein, un jeune noble, qui sort de son lycée. Il a 17 ans et il va chez sa tante en vacances à Abbeville, à côté de Besançon, dans le Doubs. Euh, et puis bon bah c'est un jeune homme donc il est un peu irrévérencieux et il est voilà c'est pas un modèle de bonne conduite. Sauf que à Abbeville, quelques jours après son arrivée, euh, le crucifix qui est sur le pont qui permet d'entrer à la ville est vandalisé. C'est-à-dire qu'il y a une partie du buste qui est tailladée et oui, il y a une partie du buste et oui, bon, il y a un autre élément mais je m'en souviens pas exactement. Euh, et puis là, comme d'habitude, ben, les ragots se délient. Alors scandale, hein, parce qu'on a offensé un crucifix, c'est une représentation de Dieu. Euh, dans un XVIIIe siècle encore très catholique et dans une ville très catholique comme Abbeville, c'est scandaleux, à tel point que l'évêque commande une procession à genoux, donc ils vont se déplacer à genoux pour faire pénitence et demander pardon à Dieu pour cet acte. Et puis on cherche un coupable, et puis les langues se délient, et puis ben, il y a l'étranger, il y a ce jeune homme là, ce jeune Parisien, on l'aurait entendu chanter une chanson paillarde, donc une chanson grivoise, et en plus devant une procession, il ne se serait pas découvert, donc devant un défilé de religieux, il n'aurait pas enlevé son, son chapeau. Et donc, ce serait lui qui aurait vandalisé, qui aurait tailladé la poitrine de ce Christ en bois, ce Christ en croix, de ce crucifix. Le jeune homme est arrêté, il est soumis à la torture, et devinez quoi, sous la torture, eh bien entendu qu'il va avouer être le responsable de ce crime, de ce sacrilège. Bon, le problème, c'est que et il va être condamné à la torture ordinaire et extraordinaire. Alors, on a déjà vu un petit aperçu avec Calas, malheureusement. Eh bien, c'est la même chose, mais ce sera la même chose. Oui, pardon, le crucifix, il est tailladé à la jambe et au torse. Hein, c'est les deux. En 4 lignes, on va avoir un rapport très précis. Hein. Euh, et donc, il est condamné à la torture ordinaire et extraordinaire. Donc, il va être roué, il va être étranglé, il va être brûlé, il va être... Alors, les poings, avant ça, il aura les poings et la langue coupée. Il sera ensuite finalement décapité et brûlé jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de lui. Bref, un acharnement monstrueux. Et bien entendu, tout le long, on essaye de le maintenir conscient pour qu'il souffre jusqu'au bout. Bref, un acte barbare qui va vraiment révolter l'acte même de la torture ordinaire et extraordinaire, va révolter Voltaire, d'autant plus qu'il s'incarne un peu, il se reconnaît dans ce jeune rebelle qui finalement, à part avoir chanté les chansons paillardes, à la limite, oui, il aurait tailladé une statue qui représente le divin, mais bon, déjà c'est un motif qui chagrine un peu Voltaire. Mais surtout, quelques jours plus tard, on va découvrir le véritable coupable. Et en fait, c'est juste un chariot de bœuf qui, un peu trop large pour le pont, en passant sur ce pont, eh bien, a accroché la statue et là a fait ses entailles. Là, Voltaire va vraiment prendre la plume et tout faire pour que cet acte barbare qui est la torture extraordinaire soit interdit et ne se reproduise plus. Et effectivement, grâce au combat de Voltaire, notamment un extrait
qui s'intitule de la torture, eh bien c'est la dernière fois en France que la torture extraordinaire sera prononcée et appliquée. Voilà pour quelques engagements et éléments de biographie qui nous permettent de davantage connaître Voltaire et un peu les combats et la portée, l'aura du personnage. La semaine prochaine, on travaillera sur les Lumières, sur la philosophie optimiste, et puis tiens, je vous donnerai aussi un petit test de lecture sur Candide, et on commencera l'analyse de Candide. Bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.